Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter une mini-série. Elle n'a pas été validée sur Netflix, mais elle est au moins sur Soins et Santé. L'idée est de faire un point ensemble concernant le principe d'autonomie, mais pas dans l'idée qu'on aurait que ce principe d'autonomie correspond à la seule capacité que le patient a de dire « je », mais aussi, pour que ce « je » existe, il faut une interaction avec les soignants que nous sommes, une bonne connaissance que nous devons avoir des droits des malades, de nos devoirs, et en ce sens, on a essayé de proposer une réflexion qui fera l'objet de 3 présentations autour des droits du patient, des devoirs des soignants, à la fois effectivement pour accompagner ce patient dans ses soins, mais bien sûr dans quelque chose qui est une réflexion éthique et démarche éthique qui s'associera au travail qui est fait dans le contexte du comité d'éthique qu'on a créé sur Soins et Santé. Cette présentation se fera donc en 3 temps. Le premier temps, ce jour, sur la personne de confiance. Le deuxième temps sera dédié aux directives anticipées et aux limitations thérapeutiques. On essaiera de voir un peu précisément ce que cela représente, parce que ça me semble un petit peu flou actuellement dans notre regard, et puis peut-être aussi dans la façon que nous avons de l'exprimer sur la matrice de dossiers informatiques que nous avons. Et le dernier point sera traité sur le patient isolé. C'est une réflexion qu'on a menée depuis de nombreux mois avec Maître Devers. Je souhaitais qu'on puisse réfléchir à comment l'HAD puisse prendre en charge un patient qui est seul, chez lui, qui décide de rester chez lui, qui décide de rentrer chez lui. Et on sait que c'est d'une complexité certaine, donc on a essayé de regarder avec Maître Devers, avec Madame Esmiller, les possibilités qu'il y avait de soigner cet homme qui dit à un moment donné « je souhaite rester chez moi ». Donc ça, ce sera le troisième volet de la mini-série. Donc les interventions, je vous en ai parlé rapidement. Je ferai la personne de confiance, les directives anticipées. Maître Devers, le 27 avril, fera la présentation sur cette notion de personne isolée. Et puis on a souhaité également que le monde associatif, avec lequel on doit travailler davantage, peut-être à mon sens, soit représenté, et que Dr Jean-Pierre Martin, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer, puisse venir nous parler du monde associatif, de la Ligue bien sûr, mais des autres associations, et de voir comment, au fond, à un certain moment, la Ligue peut être une forme d'aidant, à l'identique de l'aidant qu'il y a à la maison, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur ce qu'ils peuvent nous apprendre dans des contextes spécifiques, comme la sclérose latérale amyotrophique, comme le cancer, comme la SEP, comme la maladie de Parkinson. Donc ce 4e volet, d'une certaine façon, clôturera cette mini-série. La personne de confiance, on commence. Alors le cadre, clairement, c'est un droit du patient, d'accord, en tout lieu de son parcours de soins, et c'est un devoir des professionnels de santé de l'informer de ses droits et de faciliter l'expression de ce droit. Dans ce cadre, vous verrez que, bien sûr, ces patients qui sont suivis par leur médecin généraliste à qui nous devons donner davantage de place, rappeler la place qu'il a chaque fois qu'on fait une entrée, aux infirmiers libéraux, aux patients. Le médecin généraliste doit également se soucier de ce droit qu'est le malade et lui parler de ce que représente effectivement cette personne de confiance. Lors de toute hospitalisation, effectivement, il doit être proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues par la loi, d'accord, mais il peut également désigner une personne qui sera une personne l'aidant dans des démarches plus administratives. La personne de confiance, elle, intervenant dans le cadre de la réflexion autour du soin, du projet thérapeutique. Les 2 personnes peuvent être les mêmes. Le principe de la désignation, toute personne majeure peut désigner, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas c'est une obligation pour les soignants que nous sommes de le lui proposer. Donc
toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, qui peut être son médecin traitant, qui peut être un proche, et qui sera consulté au cas où le patient ne pourra plus lui-même exprimer sa volonté et recevoir l'information qui lui permettrait d'exprimer cette volonté. Soyons prudents à ce que, effectivement, la désignation soit bien faite. Qu'on ne considère pas, parce qu'il est marié avec Madame Michu, que ça sera Madame Michu, sa personne de confiance. Il peut exister au sein du couple des problématiques diverses qui feront que le patient choisira quelqu'un d'autre que son conjoint, son PAX, tout ce que vous voulez. Donc, de fait, on est bien sur une désignation qui doit être faite. La désignation est valable tant que le patient le souhaite. Il peut revenir sur ce choix à tout moment. Et la désignation doit être formalisée par écrit et signée par le patient. Cette personne désignée, on l'a dit, doit être majeure et doit être, bien évidemment, tenue informée de cette désignation et elle confirme par écrit accepter cette mission. Si le patient est dans l'impossibilité d'écrire seul le formulaire, il faudra alors que 2 personnes puissent témoigner effectivement à côté de lui du souhait qu'il a effectivement de désigner telle personne. Et enfin, lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens des chapitres définis par la loi, du Code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Si la désignation est antérieure à la tutelle, à ce moment-là, le conseil de famille, s'il est constitué, ou le juge des tutelles valideront ou pas le choix de cette personne de confiance. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est très cadré. On ne se lève pas le matin en allant soigner sans avoir quelques références et bases juridiques qui sont indispensables, et dans ce contexte en particulier. Donc la place de la personne de confiance dans le quotidien de ce patient, vous avez vu là, on a listé quand même quelques points assez précis. C'est en tout cas accompagner ce patient à sa demande dans les démarches concernant les soins. On n'est pas ici dans l'organisation de telle ou telle dimension administrative, des funérailles, des transports pour aller à Biarritz ou ailleurs. Non, on est dans quelque chose qui, effectivement, a bien trait aux soins. C'est assister de fait aux entretiens médicaux, si le patient le souhaite. On est toujours dans une démarche qui part du souhait du patient quand il peut l'exprimer. C'est être, et ça c'est important, informer, cette personne de confiance doit être informée de façon claire et explicite de toute restriction de liberté et évolution de la stratégie thérapeutique si le patient devient incapable. Soyons prudents, et je crois qu'on doit vraiment avoir cette notion de vigilance à l'esprit, que quand on envisage un transfert pour un patient, que ce patient n'est plus à même effectivement de dire oui ou non, ou de dire je simplement, et qu'il a une personne de confiance, on se doit de l'informer de ce transfert, d'une modification thérapeutique. Et en ce sens, je crois qu'il faut qu'on ait cette vigilance au quotidien, parce qu'il m'est arrivé, il nous est arrivé d'avoir une personne de confiance nous appelant en disant « Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Vous avez souhaité qu'on puisse hospitaliser ce patient. J'ai compris qu'il y avait une problématique d'urgence, mais il n'y a pas grand-chose qui vous empêchait de m'appeler pour m'informer. » La personne de confiance n'est pas là pour dire « je suis d'accord ». La personne de confiance peut dire « ce que vous êtes en train de faire va à l'encontre de ce que ce proche qui m'a donné sa confiance souhaitait que l'on puisse faire quand il y a des directives anticipées ». Donc elle peut dire à ce moment-là « je vous interpelle sur le fait que peut-être on est sur quelque chose qui est un écart entre le souhait qu'il avait d'eux, il voulait rester à la maison, vous avez pris une décision de l'hospitaliser, nous devions en parler au préalable. » Sachez qu'effectivement, pour le coup, ça peut vous être opposé au plan juridique, ça peut nous être opposé. Et la personne de confiance a cette place. La personne de confiance peut également rendre compte de la volonté du patient si celui-ci n'est plus en capacité de le faire, rappelant les directives anticipées si elles ont été écrites. On verra effectivement qu'à un moment donné, sur des soins dont il serait peut-être question d'envisager de les limiter ou d'envisager telle thérapeutique, on retournera aux directives anticipées
Et on verra à ce moment-là l'articulation qu'il y a entre limitation anticipée thérapeutique et directive anticipée. Pour l'instant, tout ça, ce n'est pas très clair dans notre dossier. Je pense qu'on reverra ça. Donc la personne de confiance sera bien là, bien sûr. Et on l'a vu, elle doit être consultée par l'équipe, de toute façon, au cas où le patient ne serait plus en état d'exprimer sa volonté concernant des soins et n'aurait pas écrit de directive anticipée. Donc, qu'il y ait des directives anticipées, c'est le premier niveau sur lequel l'équipe médicale, au sens large du terme, devra s'appuyer pour réfléchir à l'évolution de la thérapeutique, ou qu'il n'y en ait pas, dans ce cas-là, on fait appel à la personne de confiance. Dans tous les cas, dans les deux cas, la personne de confiance, lapsus, doit être consultée. En tous les cas de figure, cette personne de confiance a un avis consultatif, c'est-à-dire qu'on échange, c'est-à-dire qu'on prend des informations, elle n'est pas en possibilité de décider, mais elle est bien là, effectivement, pour apporter un éclairage. On a vu dans certaines affaires encore récentes comment il peut y avoir au sein d'une famille une personne de confiance qui a été nommée par le patient, qui va se retrouver en situation de conflit éventuel avec d'autres personnes de la famille. Le patient aura écrit des directives anticipées, la personne de confiance rapportera ces directives anticipées, la famille s'opposera à une décision médicale qui s'appuiera sur ces décisions, sur ces directives anticipées. On est bien là dans quelque chose qui est complexe. La complexité, en tout cas, serait majorée si nous n'avions aucune idée de ce qu'est la personne de confiance, de ce que sont les directives anticipées. Donc je crois qu'effectivement, mieux connaître le rôle de cette personne est fondamental pour nous dans notre activité du soin au quotidien. Bon, en pratique, elle ne recevra pas d'informations que le patient juge confidentielles et qu'il aura signalées comme telles au médecin. Donc ça c'est important, et ça veut dire en exergue qu'elle n'a pas accès au dossier médical. Sauf si le patient a noté explicitement, par écrit, le souhait, le droit qu'il donnait à cette personne de confiance d'avoir accès au dossier. Donc attention, on est toujours dans des situations qui peuvent être critiques à domicile, pour différentes raisons. On identifie une personne de confiance, elle n'a pas pour autant accès au dossier, sauf si le patient a spécifié cette réalité. Je vais continuer dans le sens. Principe clé, droit du patient majeur, on l'a dit, devoir des personnels soignants, elle accompagne le patient, elle est témoin des volontés du patient, elle a un avis consultatif près des équipes médicales et elle n'a pas d'accès au dossier sauf mesure contraire. Elle doit être majeure, elle est désignée pour une durée de séjour hospitalier. Le patient peut revenir en permanence sur cette réalité ou ne pas désigner, on l'a dit. Elle peut accompagner le patient lors des rendez-vous médicaux, l'aider à comprendre, accepter, prendre des décisions. Elle peut rappeler la volonté du patient dans un contexte où il ne serait plus à même de l'exprimer. Nous avons souhaité mettre un petit chapitre attendu de la certification. Les attendus de la certification et la certification d'une façon générale disent le souhait du législateur de faire que les soins soient conduits dans des contextes de standards pratiques, de respect des règles juridiques, éthiques. En ce sens, quand il y a une visite de certification, sur ces points, les attendus sont que le patient soit informé, clairement, que le soignant ait donné cette information et qu'il y ait une traçabilité écrite de cette démarche et en tout état de cause, quand il est une personne de confiance, une traçabilité écrite de qui est qui. C'est à peu près, je crois, les seuls attendus, mais c'est tout simplement, effectivement, à ce moment-là, le respect des droits de ce patient en matière d'hospitalisation ou de lieu du domicile, ou même au niveau de son médecin traitant. Donc voilà à peu près les quelques éléments que je souhaitais vous apporter dans ce premier chapitre de cette mini-série. L'idée, une fois de plus, et on le verra davantage sur les directives anticipées, c'est d'être sur une réalité qui est le droit,
en connaître quelques bribes est un minimum quand on est soignant. Et en ce sens, on est de toute façon dans une situation qui, lors d'un contentieux, et il en est, nous avons eu à en traiter quelques-uns récemment, lors d'un contentieux, ce qui sera repris de toute façon, c'est toujours la démarche que nous avons eue d'écrire régulièrement, de tracer, la démarche que nous avons eue de dire le souhait que nous avions de respecter les droits du patient, de l'informer, bien évidemment, afin qu'il puisse consentir à des soins. En ce sens, pour qu'il puisse consentir et qu'il soit informé, il peut faire à un moment donné le choix d'une personne de confiance. On doit connaître cette réalité. Ensuite, s'il est un moment où nous prenons une décision, le patient ne pouvant plus être acteur, il nous faudra avoir un regard sur ce qu'il a pu écrire, ou peut-être simplement dire, la personne de confiance sera à ce moment-là, à défaut d'être à même de nous donner un écrit, à même de dire voilà les échanges qu'on a eus dans notre vie, parce que nous nous connaissons depuis longtemps, le sens qu'il donnait à la vie, à certains aspects de celle-ci, et l'expression qu'il a eue à plusieurs reprises du souhait qu'il aurait que dans une situation critique, on fasse ça ou qu'on ne fasse pas ça. Il nous faut de toute façon, dans le cadre de ce projet thérapeutique, mener ces échanges, les écrire, les tracer, dire comment ils ont évolué, et quand bien même à un moment donné, dans une stratégie thérapeutique, nous prendrions une décision qui pourrait être considérée comme, entre guillemets, mauvaise, on ne parlerait pas à ce moment-là de faute. La faute aurait été de ne pas échanger avec qui, de droit, personne de confiance, le patient, ne pas tracer. Et si la décision thérapeutique dans un contexte de limitation peut être discutable, le juge ne prendra jamais en compte, in fine, autre chose que l'ensemble de la démarche, le process qu'on a mis en place pour arriver, pour soigner au quotidien, et effectivement pour prendre cette décision. En conclusion, et ça c'est toute l'importance qu'il y a et qui est rappelée au quotidien dans notre démarche de soins, la traçabilité de quelque acte que ce soit, la traçabilité de quelque démarche que ce soit, et au niveau du soin palliatif qu'on évoque souvent, on verra dans Directive anticipée comment aussi une structure comme la nôtre doit pouvoir proposer une stratégie de soins palliatifs à côté, que cette stratégie thérapeutique puisse être et puisse même aller jusqu'à un certain moment à la sédation profonde continue. Tout ça, c'est l'histoire d'un parcours avec un patient, c'est l'histoire effectivement d'événements de vie, d'événements de soins qu'on a partagés, et ça commence effectivement en pré-éligibilité, quand on essaye, en recevant ce patient dans un contexte de soins palliatifs, d'identifier ce qui est positionné comme palliatif, qu'est-ce qui a pu être discuté. La question n'est pas de dire aux autres équipes, mais vous n'avez pas dit ça, non, la question est de dire qu'est-ce qu'on a pu dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, que ça soit tracé, que ça nous soit transmis, qu'on puisse, sur cette base-là, et à partir de cette base, rediscuter avec le patient de son projet thérapeutique. Mais il y aura automatiquement, et ça on le reverra, c'est un travail qu'on fait entre l'équipe mobile de soins palliatifs et l'HAD, il y a au moment de l'éligibilité des indicateurs qui nous font dire que la situation va être compliquée. Donc ça, il nous faut effectivement les identifier, les tracer une fois de plus, en discuter entre nous, avec l'équipe mobile, avec le service hospitalier, et peut-être qu'à un moment donné, on sera dans une réalité où la notion de directive anticipée, la notion de personne de confiance auront à s'exprimer pleinement. Je crois que simplement, on pourra envisager d'accompagner ce patient dans des conditions adaptées si on a bien effectivement identifié ces repères forts qui sont soignants, les standards pratiques, juridiques, éthiques. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça sera peut-être effectivement moins compliqué, bien que parfois, et dans le contexte des soins palliatifs, la stratégie de prise en charge est difficile, ici, en établissement ou en unité de soins palliatifs. Voilà, donc c'était quelques points sur la personne de confiance. Je ne sais pas s'il y a des
questions, des interrogations, des étonnements. J'ai une question. Est-ce que le tuteur ou la tutrice prime sur la personne de confiance si c'est deux personnes différentes? Légalement parlant, ça se passe comment? Je ne sais pas. Question à garder pour Maître Devers. Est-ce que si un patient a une tutrice ou un tuteur et une personne de confiance qui est différente, laquelle des deux prime pour prendre une décision? Laquelle des deux peut décider de signer un papier pour une intervention? Normalement, les tuteurs, ils sont participés, enfin, ils ne peuvent pas prendre des décisions qui ont attrait en fait au sujet médical, en fait, à part porter la parole du patient qu'ils connaissent. Si le médecin dit qu'il faut connaître la personne et qu'ils ne vont pas aller contre en fait l'avis du médecin. En fait. C'est ce que je veux dire. Après, entre personne de confiance et tuteur, je ne sais pas si c'est une école de compétence, mais... En fait, le tuteur, il va vraiment être là pour toute la partie administrative, voilà, financière. Et tout ce qui va être médical, j'ai envie de dire... ça sera la personne de confiance. Ça sera la personne de confiance. Généralement, il ne va pas à l'encontre de la personne de confiance et du projet de soins. Lorsqu'on demande aux tuteurs est-ce qu'ils acceptent les prises en charge HAD, généralement ils sont assez d'accord. Merci. Donc la réponse apportée est que de toute façon le tuteur intervient sur une approche administrative. C'est ça. Qu'ensuite, effectivement, il est une personne de confiance nommée, validée par le conseil de famille ou on l'a dit tout à l'heure, un juge et tutelle, et que c'est bien cette personne qui, dans le champ du soin, intervient en relation avec l'équipe médicale. Il y a un point de vigilance aussi qu'on doit avoir, qui est l'appel auquel on peut être confronté, qui dit toujours un petit peu la prudence qu'on doit avoir, en d'autres termes, le respect des droits du patient qu'on doit avoir. Quand on est appelé par, effectivement, un tiers qui se dit médecin, ami de la famille, d'accord, et qui interpelle l'infirmier ou le médecin, souhaitant avoir des informations concernant l'évolution de la prise en charge. Vous comprenez, je suis passé le voir à la maison hier, etc. Je rappelle simplement que la seule possibilité que nous avons d'apporter une information s'exprime dans un contexte où le médecin qui nous appellerait est partie soignante, en d'autres termes, intervient comme médecin soignant dans le projet thérapeutique, mais que son rôle de médecin, en tout état de cause, à aucun moment ne lui donne la possibilité d'avoir accès à une information concernant la stratégie thérapeutique d'un patient dont il n'est pas partie prenante comme médecin. Donc ça, c'est un rappel important parce que on est appelé, ah oui, docteur Magnier, il faudrait avoir des nouvelles de Mme Michu. Mme Michu, on l'a souvent. J'ai pas d'informations à avoir et je pense que si j'avais un peu de correction, je ne me permettrais pas d'appeler. Puis être vigilant aussi au sein de la famille, surtout quand il y a une personne de confiance qui a été nommée. On a la sœur qui arrive en disant oui, j'aimerais bien comprendre. On a même eu, il n'y a pas très longtemps, une demande de transmission de dossier qui a été relayée par l'Agence régionale de santé. Alors qu'on avait un patient suivi chez nous, une partie de la famille a appelé l'Agence régionale de santé, s'étonnant de la qualité des soins dispensés et souhaitant avoir de fait les informations nécessaires et le dossier nécessaire, alors que le patient et son conjoint, et qui était la personne de confiance, n'avaient rien à dire, n'avaient pas de critique à faire concernant ce projet thérapeutique, ce qui fait qu'il y a un tiers qui était un membre de la famille qui a écrit à l'Agence régionale de santé directement, la dite agence nous ayant saisi pour lui envoyer effectivement des informations qui sont dans leur rôle, sauf que ils sont dans leur rôle à la limite, très limite, au sens où ils auraient dû eux-mêmes s'inquiéter de qui était cette personne qui appelait et quelle était la relation qu'elle avait, juridique ou non. Le fait d'être la fille de Mme Michu, en soi, ne suffit pas du tout. Ça se trouve, elles sont brouillées à jamais. Donc je crois qu'il faut être vigilant là-dessus, parce que pour le coup, la personne de confiance pourrait très bien porter plainte, en disant, attendez, vous avez une information, vous l'avez transmise à un tiers, ce tiers est peut-être la fille d'eux, mais de toute façon, monsieur ne souhaitait pas que sa fille soit informée. Voilà. Donc on est dans quelque chose de très clair. Je rappelle que le secret médical,
est opposable. Et il est opposable même après le décès du patient. Donc il faut, dans un contexte où il y a une procédure, qu'on soit effectivement interpellé par un juge, mais qu'en ce sens, vous n'avez pas, et on n'a pas d'informations à donner à quiconque, en dehors de cette personne de confiance ou dans un contexte juridique éventuel, sans être certain de qui est qui. Tout à l'heure, donc là tu expliques que la personne de confiance, tout membre de la famille ne peut pas accéder au dossier médical, sauf la personne de confiance, mais tout à l'heure tu précisais quand même qu'il fallait que pour demander le dossier médical, il fallait qu'il y ait une demande, un écrit fait par le patient. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'écrit et si la personne de confiance demande, elle n'a pas accès au dossier médical. Il n'a pas accès au dossier médical en dehors, effectivement, des cas qu'on a évoqués. Alors est-ce qu'une fois que le décès est survenu, on est dans un contexte qui, mais là on est dans un contexte où une fois de plus, je crois qu'il faudra être vigilant sur ce que le juge dit ou non, ou l'avocat, mais en sens, je crois que Soins et Santé a un avocat, que le patient peut en avoir un. Il faut être vigilant sur ces données parce qu'on est sur une possibilité d'une plainte déposée pour non-respect du secret médical. Et je crois qu'on est là-dessus effectivement fragilisable. Donc, on a de toute façon toujours du temps pour répondre à une question ou à une demande qui nous est faite. Si on a une incertitude sur la robustesse de l'aspect juridique de la demande, on prend le temps, on est au sein d'une institution et on ne peut pas non plus engager cette institution dans une responsabilité qui devrait être prise au moins par le directeur de l'établissement. Donc je crois qu'il faut être vigilant là-dessus. Je dis que la personne de confiance n'a pas accès au dossier, sauf si le patient, c'était noté dans le souhaitait. Ensuite, on a des familles qui demandent, après un décès, la transmission d'un dossier médical. La direction de l'établissement doit le faire dans des conditions juridiques données et précisées. Voilà. Oui, mais ça veut dire que si la personne de confiance demande, par exemple, et si le patient est toujours vivant, il faut que ce patient écrive sa volonté de... S'il ne peut plus l'écrire, ça va être compliqué. Voilà, mais du coup... Ensuite, elle peut demander l'accès à un dossier dans un cadre qui sera remonté juridiquement. Je ne sais pas plus précisément, mais pour le coup, ça sera une demande qui sera faite à la direction. On fera le point sur la possibilité qu'il y a ou non de... Je ne suis pas juriste, on est d'accord. Et ça veut dire que simplement sur ces données, je crois qu'il faut être vigilant à ce que la démarche que l'on mène soit assurée dans ce cadre. Et la personne de confiance qui porte plainte parce que vous ne l'avez pas informée, c'est monnaie courante, je ne sais pas, mais c'est possible. Je vous invite à aller sur le site du ministère de la Santé, et que ce soit les directives anticipées, la personne de confiance, on a là des rappels bien faits. Et je crois que je l'ai fait hier avec un patient avec qui on discutait de ces éléments-là. Sa famille et lui ont pu aller sur le site. On y est allé ensemble pour regarder, en l'occurrence, on était dans les directives anticipées, ce que ça représentait, parce que certes, il y a un formulaire actuellement dans le classeur, là c'est les directives anticipées, mais en tout état de cause, je crois que les exemples qu'on donnera de ce que peuvent être des limitations écrites dans les directives anticipées sont parfaitement décrites sur le site du ministère de la Santé, et je crois que ça peut permettre une lecture en 2 temps, et nous on verra comment on fait évoluer aussi le triptyque que nous avons sur les directives anticipées. Dans les suites des présentations qu'on fait, dans les suites de ce travail et de l'évolution du dossier, on fera évoluer cette possibilité d'écrire ces directives anticipées. Voilà. Rien de plus. Donc, 2e épisode de la série, mercredi prochain, c'est une série Netflix. Aujourd'hui, on attend, ça va être une semaine pénible, j'entends bien. Bonne journée. Vous avez